On dit de Gérard Depardieu que c'est le meilleur acteur de sa génération, sans doute le mieux payé aussi. C'est aussi une star internationale qui se fait de drôles d'amis chez les puissants. Un mélange de Gargantua, de Cyrano, de Musset aussi, un ami à la fois des belles lettres et de la bonne bouffe, un ouragan d'une grande fragilité qui n'a pas apprécié du tout que Jean-Marc Ayrault le traite de minable. Alors on va voir ce portrait de l'acteur signé Séverine Lebrun, Mathieu Régnier, Louis Marquez, Michael Bozo avec l'aide de Joël Bruandé. On va le regarder avec Jacques Weber. Jacques Weber qui a joué dans Cyrano au théâtre. Les deux hommes se connaissent, s'apprécient, ils ont travaillé ensemble. Si j'osais, je dirais qu'ils ont le même physique, la même stature et presque le même appétit pour le jeu et pour la vie. Merci d'être là, merci d'être avec nous Jacques Weber, ça fait plaisir. Je sais que vous avez un emploi du temps de folie en ce moment, vous jouez au théâtre, vous jouez dans un film. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ce coup d'éclat de Depardieu qui a annoncé à tout le monde, de façon tonitruante comme ça, qui partait pour la Belgique? Vous êtes dit quoi? C'était un coup d'éclat, c'est un homme de coup d'éclat depuis près de 40 ans, donc ça ne m'a pas plus surpris que ça. La seule chose qui m'a plutôt amusé, c'est que lui a dit au grand jour ce qui se pratique souvent tout bas chez pas mal d'artistes, de gens des affaires, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça, dans ce registre qui ne m'appartient pas de juger, j'ai trouvé ça plutôt sympa que ça soit dit d'une façon extrêmement, une fois encore, provocante. Mais vous n'y avez pas vu un signal? Ah, ça c'est autre chose. Vous savez, moi je trouve qu'il est extrêmement difficile de patauger dans le psychologisme ou le psychanalysme à propos de gens qui sont si symboliquement importants. C'est presque mythique maintenant, Depardieu. C'est une figure, c'est une légende vivante. Alors les légendes, c'est contradictoire, paradoxal, compliqué. On ne sait pas par quel bout le prendre. Donc je n'ai pas la compétence d'un psy. On va pas jouer à ça. On va revoir le portrait et on va se retrouver après. C'est un portrait, donc je disais, de Séverine Lebrun, 55 minutes à peu près. Et bien sûr, pour réagir, pour commenter sur Facebook ou Twitter, le mot-clé c'est d'enquête. On regarde et on se retrouve. C'est la fin de la matinée, ce 18 mai 1998. Gérard Depardieu traverse la forêt de Rambouillet pour se rendre sur le tournage d'Astérix et Obélix contre César. Un film de Claude Zidi, dont il est la vedette. Pour se laver la tête, comme il disait, il a pris sa moto, suivi par la voiture de la production. Donc pas du tout dans l'obligation de conduire, simplement pour prendre un bon bol d'air. Hein. Moi qui suis motard, je vous dis, ça réveille bien ça le matin. Il était attendu vers 11h midi pour un plan, et je sens qu'il y a un problème sur le film. Je sens qu'il n'y a pas, tu vois, les directeurs de prod, les assistants, ça va, ça vient. Et puis, tout d'un coup, je vois Zidi tout blanc. Et il me dit, Gérard a eu un accident, il est à l'hosto, on arrête le tournage. Dans une ligne droite, il y avait un virage à gauche, et il a été tout droit. La théorie qu'on a entendue, c'est qu'il s'est endormi, qu'il était tout droit, et que c'est un miracle qu'il soit encore vivant. Parce qu'il ne devait pas être à 40, ni à 50, ni à 60. Gérard Depardieu a perdu connaissance. Sa jambe gauche est en charpie. Il a 3 côtes fêlées. On l'a cru mort, on l'a vite emmené à l'hôpital, on lui a fait des prises de sang, on a découvert qu'il avait encore une dose d'alcool dans le sang que la loi ne permet pas. Il n'avait pas bu le matin. Il avait des vapeurs d'alcool de la veille. Donc il avait dû pas mal boire la veille, et puis voilà. La veille, c'était la présentation à Cannes du trio qu'il forme pour le film, avec Christian Clavier et Laetitia Casta. Un budget énorme, des enjeux colossaux. Il avait dû faire un peu la fête. Allez, il avait même bien fait la fête. Hein. Il s'est réveillé le matin, sûrement pas très frais, comme nous tous en pareilles circonstances. Puis s'est endormi sur sa moto. 2,5 grammes d'alcool dans le sang, 10 jours d'hôpital. Depardieu a failli ruiner le film. Il ne reprendra le costume d'Obélix qu'1 mois et demi après, sans un mot d'excuse,
juste un brin de malice. Il arrivait, moi je me rappelle, on tournait dans une forêt, là, avec les druides et tout ça, et là j'ai entendu 2 grammes, 2 grammes 5, 2 grammes 5 de beurre, voilà. Voilà, pour faire rigoler tout le monde et pour que l'incident devienne un truc rigolo, quoi, voilà, c'est les excès de Gérard. Pour cette fois, il écopera de 3 mois de prison avec sursis et 15 mois de suspension de permis. Tout est là, dans les outrances d'un personnage hors norme qui fascine et dérange à la fois. C'est un personnage démesuré, mais comme tous les gens de grand talent, je crois que le grand talent, peut-être même le génie, dans un certain domaine, eh bien, c'est une démesure. Et que le contrepoids, la contrepartie, bah, c'est le reste. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous regardez l'histoire du monde, l'histoire de tous les grands créateurs, dans quelque domaine que ce soit, vous y verrez rarement le petit bourgeois qui met sa petite cravate le matin, qui l'enlève le soir et qui fait l'amour à sa femme le samedi soir parce qu'on mange du poulet le dimanche. Son dernier coup d'éclat s'affiche à la une de toute la presse en décembre dernier. Obélix, le symbole national, s'enfuit en Belgique pour échapper au fisc. Il choisit Néchin, un petit village, à tout juste 1 kilomètre de la frontière. C'est un môme, voilà. D'un coup, on lui a pris ses billes, il n'est pas content. Il avait 10 billes, il ne veut pas donner ses 10 billes. Bon, une multitude de gens sont partis en Belgique en douce. Bon, lui, il l'a fait clairement, nom de Dieu. Il a dit clairement, je pars. Voilà, je pars. Se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Ce terme de minable est véritablement le dernier qualificatif qui pourrait s'appliquer à Gérard Depardieu. En se rappelant les origines de Gérard, il y a des mots qui passent pas. Il s'est senti, mais rejeté, humilié. On l'a pas reconnu. Gérard, on n'a plus reconnu son talent tout d'un coup. Entre le Gaulois et son Premier ministre, la guerre est déclarée. Depardieu annonce qu'il rend son passeport. Lui qui dit avoir payé des impôts toute sa carrière, 145 millions d'euros, refuse le mot de minable. Malgré mes excès, mon appétit et mon amour de la vie, écrit-il à Jean-Marc Ayrault, je suis un être libre et je vais rester poli. Avant, c'est un rat putride qui picole, qui est gros, qui est gras, et on se fout de sa gueule, mais tout d'un coup, quand il refuse de payer ses impôts, il est français, et c'est l'image de la France. Tiens donc. C'est ça qu'il a dit. Ah ben vous considérez que je mérite plus d'être français? Eh ben je vous le rends, mon passeport. Slava Russia. Car sa colère ne s'arrête pas en Belgique. Depardieu se choisit une nouvelle patrie, la Russie, de son ami Poutine. Et devant les caméras du monde entier, il brandit avec fierté son tout nouveau passeport. Depardieu, blessé, enfile le costume de sa déception et se jette dans les bras de Vladimir. Plus personne n'y comprend rien. J'ai un passeport russe et je suis français. Je suis français et j'aurai certainement une double nationalité belge. Je suis un citoyen du monde. Je ne cherche pas à avoir toutes les nationalités. C'est grotesque, parfois, d'aller en Russie, de se déguiser en moujik russe. C'est de la rigolade. C'est du théâtre, c'est du cinéma. Vous imaginez Gérard vivant dans un petit village rural, en costume folklorique. Ça peut-être. Non, il va revenir incessamment sous peu. Pourquoi ce départ tonitruant a-t-il autant remué les Français? Comment un petit gars de Châteauroux est-il devenu l'ami des puissants? Du petit voyou inculte à l'amoureux des belles lettres, du monstre sacré au contribuable excédé, portrait d'un ogre délicat qui a choisi de dévorer sa vie. Love me, please love me, je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour?
Chercher à comprendre Gérard Depardieu, c'est d'abord refaire son parcours. Retourner aux origines, à Châteauroux, là où il a grandi. Une petite ville de province, endormie au centre de la France. Michel Arroyo est son ami de jeunesse. Lui n'a pas bougé d'ici. Aujourd'hui, il tient même le Faisan, l'hôtel-bar où ils ont traîné toute leur adolescence. Ambiance sky, bière pression et rock'n'roll. Les lieux n'ont presque pas changé. Il y a 12 ou 13 ans, c'était déjà, il avait pratiquement, non pas la stature qu'il a actuellement, mais une stature de 20 ans, quoi. Le gars bien charpenté, fort et arrogant. Un enfant arrogant et turbulent qui se fait très vite remarquer. Pour tout le monde dans le quartier, c'était Pétarou. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Pétarou ou Pétard, parce qu'il partait au quart de tour. D'ailleurs, il est parti, là aussi, dernièrement, au quart de tour. La famille Depardieu s'est installée au cœur du quartier ouvrier de la ville. Dans cette maison, au volet rouge. Tout le monde vit au premier étage. Avec ses parents et ses 5 frères et sœurs, ils sont 8. Sa mère, la Lilette, ne travaille pas. Son père, le Dédé, est ouvrier taulier, un peu porté sur la bouteille. Chez eux, il n'y a ni éducation, ni argent. Quand tu es obligé d'acheter des pommes de terre à crédit, et que tu n'as plus un rond pour l'acheter, et que même le pain est trop cher pour que tu aies l'argent nécessaire, c'est la misère, c'est un peu la misère, quoi. Depardieu quitte l'école à 13 ans, il traîne avec les petits loupards du quartier. À l'époque, la ville est envahie de GIs. Une base militaire américaine s'est installée à Châteauroux. Grâce à ces 3 mots d'anglais, il trempe dans des petits trafics de cigarettes et de blue jeans détaxés. Tout le monde aurait bien voulu faire ça. Gérard le faisait parce qu'il avait ses entrées. Il était débrouillard, il avait l'intelligence de la survie. Voilà. Il n'y a pas d'éducation derrière. C'est-à-dire le sens du bien et du mal n'est pas avéré, n'est pas révélé. Comme tous les gens qui n'ont pas eu suffisamment, ils prennent ce qui les tente parce que c'est leur droit. J'y ai droit, moi aussi, puisque ça existe. Depardieu devient un habitué des postes de police. Mais il ne se contente pas de voler, il le fait avec la manière. Je me souviens qu'un jour, il était devant un policier et qu'il lui a déclamé sans coup faire rire « Je t'ai vu, tu m'as plu, je te veux, je t'aurai ». Alors ça m'est resté parce que c'était la première rencontre théâtrale avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu n'a pas de travail, ne se voit pas d'avenir. Il cherche une échappatoire, le moyen coûte que coûte de s'évader, de quitter la ville. Un ami va lui en offrir l'occasion. Cet ami, c'est le fils d'un médecin de la ville, un passionné de théâtre qui veut monter à Paris. Qu'est-ce qui te prend? Michel Pilorget est aujourd'hui comédien. Sais-tu comment je l'ai? Il a réalisé son rêve de gosse. Je voudrais quitter la maison. Parce que j'aime plus ma mère. T'aimes plus ta mère, Paul de Carotte. À l'époque, en 65, il croise Depardieu sur le quai de la gare au moment de partir. Il lui propose de l'emmener, Depardieu accepte. Il a 16 ans et aucune idée de ce qu'est le métier de comédien. Quelques jours plus tard, il débarque au cours de Jean-Laurent Cochet, un grand nom du théâtre, pour passer une audition. On est arrivé de front, comme ça on aurait dit un western. Et les paroles se sont arrêtées,
et Gérard flamboyant. Jean-Laurent s'est arrêté, il l'a regardé passer. Une espèce de viking très impressionnant, il avait déjà la taille qu'il a maintenant. Il était incroyablement beau, avec une taille comme ça, ses cheveux jusqu'ici, les bottes, comme on en faisait beaucoup à l'époque, des bottes en fourrure, vous savez, en peau de bête qui retombaient comme ça. Il s'est présenté avec son t-shirt, avec les manches roulées sur les épaules. D'ailleurs, je crois qu'il le fait toujours. Et il a déclamé son texte de Proust, qui nous est apparu, nous les élèves, comme quelque chose de relativement faux. Et beaucoup ont ri d'ailleurs, alors que ça n'avait rien de risible, sauf Jean-Laurent Cochet, qui lui a dit, bon ben oui, tu peux revenir. Et Gérard lui dit, je peux revenir, mais c'est payant votre truc. Et il a dit, oui, mais tu me paieras quand tu gagneras de l'argent. Jean-Laurent Cochet, vous créez actuellement au Théâtre Édouard VII une nouvelle pièce. Quelle est-elle? À ses débuts sur scène, le jeune Depardieu reste en retrait, presque timide. Il observe ses partenaires. Non, avoue que je ferai une bonne épouse, non? Je sais recevoir, faire la cuisine, faire le ménage. Là d'où il vient, les livres n'existent pas. Il va devoir tout apprendre. C'était vraiment tout neuf pour moi. Je savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon, ce qu'on me demandait de faire. Parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Puis tout s'est débloqué avec Musset. Quand la première fois j'ai entendu des textes de Musset, j'avais vraiment envie de les dire. Je croyais qu'il vivait encore tellement. C'était tellement... il me parlait. Voilà. Alors j'ai demandé où il habitait. On m'a dit au Père-Lachaise. Puis j'y suis allé, mais je savais pas que c'était un cimetière. Puis alors j'ai vu sa tombe avec son saule dessus. Mais quand même, ça me suffisait. Gérard travaillait comme un fou. Dans le métro, il avait ses petits classiques, vous savez, Molière, Racine, Corneille, etc. Et il lisait, sans arrêt. Des progrès foudroyants. En 3 mois, c'était un des vrais élèves du cours. C'est un surdoué, quoi. T'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai pas trouvé le temps, pourquoi tu l'as pas fait toi-même? C'est ton boulot! Il est unique, pas parce que maintenant il est Depardieu et qu'il a fait la carrière qu'il a faite, parce qu'il était unique, il a pu affronter cette carrière. C'est un individu qui est tombé comme ça des mains de Dieu, comme il y a eu Mozart. Sa passion, qui pouvait déboucher sur une espèce de folie, mais pas folie délirante, hein, la folie consciente de quelqu'un qui sait jusqu'où on peut aller trop loin. Cette folie va éclater 8 ans plus tard. Ursula, tu hantes mes nuits. Ursula, depuis des mois dans la chaleur torride, je pense à toi. Tu m'appelles pas Ursula. Comment tu t'appelles? Suzanne. T'as quel âge? Je sais pas. T'as des enfants? Non. Pourquoi? Je sais pas. Oh, Ursula. À moi. Nous sommes en 1974 dans Les Valseuses. Depardieu se révèle au grand public. Avec Patrick Devers, ils incarnent 2 petites frappes, libres et sans tabou. Depardieu n'a aucun mal à jouer Jean-Claude, un jeune voyou plein d'aplomb. Quand on le voit dans Les Valseuses, c'est lui dans la vie. Alors évidemment en plus correct, hein, mais c'est un peu cette image. Je pense qu'il n'a pas eu du tout de difficulté à jouer ce rôle. Tout au long du film, on voit que ce type a du culot, que rien ne l'arrête, qu'il peut faire n'importe quoi, et c'était lui. À l'époque, le réalisateur Bertrand Blier auditionne tout Paris. Depardieu n'est pas pressenti, mais il veut le rôle. Pour l'obtenir, il fera le siège de la production pendant des semaines. Il l'a eu comme par hold-up. C'est-à-dire, il est arrivé, il a fait un braquage. Bertrand Blier a dit à l'époque, il venait au bureau de la production, il rentrait par la porte, il re-rentrait par la fenêtre, il insistait énormément, il voulait absolument ce rôle. Il a dû sentir que ce rôle était fait pour lui. Pour la première fois, l'acteur impose sa marque de fabrique.
Un jeu instinctif et inédit. J'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me faire chier à travailler. J'ai envie de travailler avec des gens qui me font oublier un peu le travail et oublier tout ça. J'ai envie de vivre à fond, c'est tout. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Depardieu est né dans ce film. Toute la puissance qu'il avait, son côté voyou qui venait de son enfance à Châteauroux, son côté féminin qu'il a toujours revendiqué, était dans ce rôle-là. Et ça a été, voilà, les grands débuts de Gérard Depardieu. Je dis toujours qu'il y a après et avant Depardieu en matière d'acteur dans le cinéma français, je dirais même dans le cinéma européen, voire mondial. Il a amené quelque chose comme Brando, comme Gabin ont amené quelque chose, c'est évident. C'est un mélange d'une extraordinaire virilité, d'une extraordinaire... il est planté dans la terre, il aime la terre et en même temps il a une voix qui s'adresse au ciel, il a une voix féminine, il a une voix étoilée. Après Les Valseuses, Gérard Depardieu va régner sur le cinéma pendant 30 ans. Il devient l'acteur le plus demandé et le mieux payé de France. Il va littéralement engloutir des dizaines de films et engloutir la vie. Tandis que sa carrière décolle, Depardieu mène une vie intense et débridée jusqu'à l'excès. Le vin, la bonne chère et les virées entre potes. Toutes les semaines, les poils. Il descend à Châteauroux chez son ami Jean Bardet. Aujourd'hui retraité, il était à l'époque chef étoilé au Michelin, amoureux des produits du terroir. Dans sa cuisine avec Depardieu, ils jouissent de toutes les saveurs. Alors regardez bien ça, non mais ça c'est intéressant. Ça s'appelle des œufs au beurre de gorée. Le gorée en patois c'est le cochon. Vous cassez 2 œufs dessus, tac, le matin. Croyez-moi. Et ça c'était les lendemains bien arrosés? Bien arrosé, je sais pas, tout le monde dit qu'on picolait. Moi j'ai jamais eu l'impression que Gérard buvait, hein. Moi non plus, du restant, on buvait pas, hein. Non, c'est qu'on avait vraiment une soif de connaître. Des choses, ouais, regardez comme c'est sympa ça. Tic, hein? Vous avez ça le matin, avec un verre de vin rouge à portée de la main. Sophie Bardet, la femme du chef, a une vision beaucoup plus claire de ces soirées d'ébriété. Extra. Elle n'a pas oublié toutes ces nuits où Depardieu débarquait entre 2 tournages avec son ami Jean Carmet. Ils arrivaient même à la maison à 3 h du matin en jetant des pierres dans les volets des enfants. Et à 3 h du matin, c'était omelette, c'était côte de bœuf, etc. dans notre maison à Châteauroux jusqu'à 7-8 h. Vers 18 h, ils disaient « Nous allons juste boire une bière ». Et je les revoyais 3 jours après. C'est-à-dire que ça s'arrêtait jamais, il n'y avait pas de limite? Jamais, ça ne s'arrêtait jamais. C'est comme à la Samaritaine, hein. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Du matin jusqu'au soir et dans la nuit. Pendant 5 ans, ils écument ensemble toutes les caves de France, tuent le cochon, descendent des litres d'eau-de-vie et surtout font la connaissance de tous les flics du coin. Et quand ça tourne mal, c'est toujours Sophie Bardet que la police appelle. Il m'appelait en me disant « Écoutez Sophie, il faut absolument rentrer, il faut que tu rentres. Ils ont profané le monument mort, ils ont cassé une bijouterie avec et puis les panneaux avec la Rolls de Coluche. Faut les calmer, faut que tu rentres. » Alors, un peu d'oignon, un peu de carotte, tic tic. Un jour, Sophie craque et met tout le monde à la porte une fois pour toutes. Jean Bardet rentre dans le rang, impeccable, mais ne regrette rien de ses années de Depardieu. J'étais un peu introverti là-bas et d'un seul coup ils m'ont libéré. Je veux dire, Gérard, c'est quelqu'un qui rayonne totalement, qui rend beau les gens autour de lui, qui les fait sortir un petit peu de leur truc. Vous voyez, c'est ça, cette poésie, cette folie, ces éclats, ces mots, voilà. Ces débordements vont peu à peu prendre de l'ampleur et finir par gagner les plateaux de tournage. Daniel Vigne est réalisateur. En 82,
il tourne avec Depardieu et Nathalie Baye, Le Retour de Martin Guerre. Un succès public. Bon, alors on y va? Attention, tout le monde est prêt là-bas? Il nous décrit un acteur talentueux et généreux, mais pas toujours facile à gérer. Lors de son second film, Une femme ou deux avec Sigourney Weaver, le premier jour de tournage est une calamité. Action! Il y avait une scène importante dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, avec 200 figurants, enfin, pendant 2 jours, les scènes lourdes. On a le producteur qui vous colle à l'épaule, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h moins le quart, pas de Gérard. Bon. Angoisse. Hein. Et donc il est arrivé, le chauffeur secrétaire ouvre la porte, Gérard titube dans le caniveau, enfin bon, l'état était dramatique. Eh bien, il a fallu la découper, pratiquement phrase par phrase. C'est un discours. Sous les chênes et les noyers du Morvan se reposaient des tigres. Et dans le Rhône, des hippopotames se baignaient. On ne peut pas diriger un acteur, on ne peut rien faire parce qu'il est pas là. Il est là physiquement, mais là-dedans, c'est ailleurs. Il avait encore trop bu cette fois-là. Oui, c'est ça. Ça vous fait rire maintenant? Non, je peux en rire. Oui. Je peux en rire parce que vraiment, ce sont des transgressions au bout du compte qui cachent beaucoup de choses. Enfin, qui cachent beaucoup de choses. À l'époque, je ne sais pas ce que ça cachait, mais maintenant, je sais ce que ça cache. Il y a des mal-être. Je suis noir, triche, tocard. Je suis noir, triche, tocard. Je suis noir. Dans les années 90, le colosse Depardieu laisse entrevoir quelques failles. Il est pourtant au sommet de sa gloire. Gérard Depardieu. En 91, après le prix d'interprétation à Cannes, l'acteur reçoit le César du meilleur acteur pour Cyrano de Bergerac. Il est acclamé par ses pairs, mais ce qu'il va dire ce soir-là est déroutant. Merci. Merci à vous. Vraiment merci. C'est extrêmement pénible d'être en même temps vivant et seul, comme dirait Peter Handke. Non, parce que... Non. Moi, j'ai pas l'impression que Gérard Depardieu est un homme heureux. J'ai l'impression qu'il a comblé tous ses vides par son métier, que l'ogre qu'il était a dévoré les rôles, que pendant toute une période de sa vie, ça suffit à le remplir et à lui faire oublier ses névroses, et que les manques reprennent le dessus parfois. Des manques, dans la vie de l'acteur, il y en a, notamment vis-à-vis de son fils Guillaume. Toutes ces années, l'acteur travaille, trop. Il est souvent absent, et Guillaume semble-t-il en souffre. Le réalisateur Daniel Vigne se souvient du comportement du petit garçon à Bougival lors des répétitions de Martin Guerre. Il faisait un bruit terrible pour que son père le remarque. Il jouait de la batterie, il faisait le pitre, il faisait des tas de choses. Bon. Et c'est vrai que les parents lui demandaient toujours de sortir, quoi, parce qu'on était en train de travailler. Et donc, quand il ne travaillait pas dans la cuisine, ou avec moi, ou quand on partait en tournage, et c'est difficile d'être un enfant d'acteur qui travaille beaucoup. C'est très dur. Un père absent, un adolescent écorché vif. Guillaume tombe dans la drogue. Il fugue,
multiplie les petits délits, jusqu'à ce jour de 93, où il est jugé à Versailles. Il a 22 ans. Le prévenu qui était jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles n'avait rien d'un dealer habituel, Guillaume Depardieu. Le fils de l'acteur est accusé de détention, d'usage et d'importation d'héroïne. 1 an de prison ferme. À l'époque, Jean-Yves Liénard est l'avocat de Guillaume. Pour lui, le jeune homme a payé le prix de sa notoriété. Cette affaire ne valait rien, en réalité. Guillaume n'avait jamais été condamné, quelques grammes de drogue à l'époque, bon, ça valait une peine d'emprisonnement avec sursis. Là, je me souviens d'une réflexion du président très inappropriée, qui avait dit « Monsieur Depardieu, certains jours votre nom vous sert, d'autres jours il vous dessert ». Avec en plus ce côté spectaculaire de l'interpellation à l'audience, des menottes que l'on passe à l'intéressé pour le ramener immédiatement en prison. Vous vous souvenez de la réaction de Gérard Depardieu justement à l'annonce de l'emprisonnement de Guillaume? Est-ce que... Il l'a vécu comme quelque chose de dramatique, d'injuste, de crucifiant et de très profondément douloureux. Gérard Depardieu ne pardonnera jamais à la justice française l'emprisonnement de son fils. 20 ans après, il l'évoquera d'ailleurs dans sa fameuse lettre au Premier ministre. Je crois que c'est un homme très pudique. Mais il est évident que si dans sa lettre, si dans cette lettre, il parle de ça, c'est que c'est quelque chose qui l'affecte, et qui l'a affecté, mais qui l'affecte énormément. En dire plus dépasserait le stade de la pudeur. À la fin des années 90, un homme a vécu de très près les relations du père et du fils. Marc Mercier a rencontré Gérard Depardieu sur le tournage d'Astérix. Il était sa doublure. Vous voyez, on se ressemblait. Voilà, on se ressemblait, non? Puis oui, j'avais été pris comme doublure pour les scènes de cascade, de lui d'ailleurs et de Castaldi aussi. Les deux Obélix sympathisent. Marc Mercier est catcheur, il a de la poigne. Alors pendant 3 ans, Depardieu le paye pour qu'il s'occupe de son fils Guillaume. Une sorte de doublure, mais de père cette fois-ci. Un confident. Vous êtes le fils de Depardieu, vous en prenez plein la gueule. Voilà, c'est tout. Et puis après, vous en prenez encore plus plein la gueule. Quand vous devenez un artiste et que vous essayez de naviguer là-dedans, ah oui, le fils de, le machin de et tout. Et vous disiez que Guillaume, des fois, il était même dans le rejet de son père, il voulait pas lui parler, enfin racontez-moi. Mais il le traitait de gros con. Il prenait les gros con, puis il jetait le téléphone par la fenêtre de la bagnole. Puis je dis, putain, on va être encore obligé d'aller acheter un téléphone. Voilà. Et puis après, moi, il gueulait, je laissais gueuler, on allait racheter un téléphone. Et puis le soir, quand on mangeait ensemble, j'ai dit, tu penses vraiment que ton père, c'est un gros con? Je crois que le monde ne comprenait pas à quel point son vieux l'aimait, quoi. Alors peut-être qu'il l'aimait mal, comme tous les pères. Peut-être qu'il était maladroit dans son amour. Il était envahissant, Gérard. Il prend la place, il prend l'espace. Avec les années, un fossé semble s'être creusé entre les deux hommes. Très certainement. On cherchait votre père, qu'on a trouvé finalement, à qui on a dit qu'on vous recevait bientôt, et qui s'est dit, tiens, je vais poser une question à Guillaume. Et voici ce que ça donne. À mon père? Enfin, votre... Petite question. C'est-à-dire, je l'ai souvent, Guillaume, mais la petite question, je sais pas, non, c'est quand est-ce qu'on va tourner ensemble? Qu'est-ce qui fait rire? Ah, lui, je le connais pas bien, c'est drôle de le voir à la télé. Non. Mais des conseils, vous en avez pas donné tellement, finalement. Non. Là-dessus, vraiment, j'ai des parents exemplaires. En fait, moi, je me plains du fait que je ne l'ai pas vu assez souvent, mais en même temps, je l'aurais eu tout le temps à la maison. Vous seriez plaint du contraire? À mon avis, oui. Très certainement. À l'époque, Guillaume se lance dans la carrière de comédien. Gérard, lui, semble s'y ennuyer. L'acteur s'est trouvé un nouveau passe-temps qui va l'occuper de plus en plus. Son nouveau terrain de jeu, l'acteur l'a trouvé avec son ami Gérard Bourgoin, entrepreneur haut en couleur,
et patron du club de foot d'Auxerre. À l'époque, Bourgoin, c'est le roi du poulet, à la tête de plus de 5000 salariés. Comme Depardieu, c'est un autodidacte. Cet ancien charcutier vit à 200 à l'heure, aux commandes de son propre avion. En 1996, Bourgoin se lance dans la recherche de pétrole à Cuba. Pour l'acteur, c'est une nouvelle aventure, à sa mesure. Il était avec un bon copain qui pilotait, donc il venait devant. Le temps de traverser l'Atlantique, on mangeait un poulet. Lui, il buvait un coup de blanc ou un coup de rouge. Moi, je buvais un coup d'eau. On se posait à Narsarsuaq, là-bas. Il faisait moins 30 pour refaire du pétrole. Dans le Groenland, il était content. Il racontait 2-3 histoires. On redécollait. On arrivait le soir. Cuba, la musique, les trucs, la rumba, la salsa. Depardieu investit 1 million d'euros dans l'affaire. Il a pas mis de l'argent dans le pétrole parce que c'était le pétrole, il a mis de l'argent dans une compagnie parce que je la dirigeais et que j'étais son copain, voilà. Alors on était tout content. Alors, ça marche, ça pisse pas, c'était... Quand est-ce que c'est qu'on a le pétrole? Les ouvriers voyaient un acteur là, qui arrivait, donc il faisait des photos, les mains noires, les gueules noires, tac. De temps en temps, j'ai dit, tiens, prends la clé dynamométrique, serre un peu, toc. Bon. Et c'est un manuel, Gérard, il touche à tout, quoi. À l'époque, le très sérieux Jean-François Hénin, un pétrolier, fait aussi partie de l'opération. Il a croisé Depardieu à Cuba. Lui n'a pas vu un acteur, mais un investisseur avisé. Il raisonnait comme un entrepreneur. Ça veut dire quoi, ça? Un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il était intéressé par les raisonnements qu'on faisait, par les espoirs que ça soulevait, ce qu'on pouvait faire après, qu'on peut construire, bâtir, etc. Véritablement comme un véritable entrepreneur. Ça vous a surpris, ça? Je ne m'attendais pas au niveau de sérieux que j'ai rencontré et de professionnalisme. Même s'ils finissent par trouver du pétrole, financièrement, l'opération est décevante. L'image, elle, est désastreuse. Depardieu s'affiche avec son nouvel ami, Fidel Castro. Ils vont à la chasse et font la fête. Bon, Depardieu, il aime bien les hommes qui ne s'arrêtent pas au premier interdit, quoi. Le président Castro, rien n'était impossible, bien sûr, dans son pays. Et donc, c'était quand même, quelque part, subjugué par la... Même s'il ne le faisait pas sentir, une forme de puissance. Quand il va voir Castro pour faire du pétrole, tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ça, mais il va pousser le bouchon jusqu'au bout. C'est un môme. Il va aller chercher. Vous savez que les enfants, à 3, 4, 5 ans, 6 ans, ils cherchent la limite à ne pas dépasser. Gérard, il recule les limites, dans tout. Et à l'époque, Depardieu se dit pas quand même fricoter avec Castro, c'est peut-être pas forcément la chose à faire, ou... Politiquement, il ne se pose pas de questions. Genre, il ne se posait pas de questions. Il était avec moi, il ne se posait pas de questions. Genre, il venait voir le président Castro parce que j'allais voir le président Castro. Hein. À partir de là, 90, fin des années 90, année 2000, son image est égratignée par les gens qui fréquentent. On n'a plus tout à fait la même image de Depardieu. En 20 ans, l'homme pressé va se constituer un patrimoine considérable. En Anjou, il achète le château de Tigné pour faire son propre vin, puis des parcelles partout dans le monde. Sur son nom, il vend des dizaines de milliers de bouteilles à la grande distribution. À Paris, l'acteur rachète carrément la moitié de sa rue, un restaurant, la poissonnerie du coin et même une épicerie japonaise. Depardieu, poissonnier un jour, restaurateur le lendemain, et même vendeur de motos. Il emploie près de 80 salariés. Je ne pense pas que ce soit un homme d'affaires dans le sens je fais des affaires pour m'enrichir, mais peut-être je fais des affaires pour m'amuser, parce que ça me plaît, parce que c'est du vin et que j'aime le vin, parce que c'est un restaurant et que j'aime manger. Lui, ce qu'il lui faut, c'est un bon plat, une bonne bouteille de pinard et une bonne paillasse. Le reste, il s'en branle. Par contre, il a le côté paysan, où il va investir dans les vignes, dans la pierre. Mais Depardieu ne fait plus le tri. Comme s'il en voulait toujours plus. Et tant pis pour l'image, il enchaîne les pubs. Pour le ketchup russe,
Comment voulez-vous? Pour une banque polonaise, à la limite du ridicule. Au cinéma, ce n'est pas mieux. L'acteur accumule les cachets et les films, pas tous mémorables. L'image de Depardieu, c'est l'image d'un homme qui est sur un plateau de cinéma, qui a 4 ou 5 portables sur lui, et qui, tout en tournant une scène, va répondre aux différents coups de fil qui concernent les voyages qu'il a à faire pour ses affaires. C'est un boulimique. Et quand on est boulimique, le défaut des boulimiques, c'est parfois il mange n'importe quoi. Pendant toutes ces années de frénésie, Alain-Dominique Galizia a été très proche de Gérard Depardieu. C'est bien l'atmosphère en rentrant. Architecte, collectionneur, devenu homme de confiance, il l'a aidé dans ses affaires pendant 10 ans, jour et nuit. Parfois, il me demandait de venir sur les tournages. Et un jour, on fait un tournage d'une scène en plus très dure où il a un revolver et il tire un coup de feu. Donc, il m'a mis hors champ. Il tirait un coup de feu, il menaçait la personne en face de lui, puis il se reculait dès que le moteur était coupé. Il me disait non, finalement, les lames de parquet, 12 cm, je ne suis pas sûr que ce soit assez large. Moteur, je reviens. Il tournait la scène, il se retourne et il fait non, finalement 14 cm. On a l'impression que c'est un hyperactif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de vide. Ce sont les anxieux, la bicyclette doit sans cesse avancer, si on arrête de pédaler, on tombe, et le danger, c'est descendre de vélo pour se regarder pédaler, bien évidemment. Donc il y avait toujours cette soif de faire des choses, de vivre des aventures. Je crois que le mot principal que personne n'emploie à son égard, c'est un aventurier. Mais l'aventurier semble ne plus toucher terre. Le petit berrichon adulé dans le monde entier s'est-il laissé étourdir par l'ampleur de sa gloire? Une fois, nous sommes allés à Roissy, je le déposais, et il m'a fait m'arrêter sur le magnifique défense stationnée peint au sol de 10 mètres de large et au milieu vraiment du panneau défense stationnée. À peine j'avais mis le frein à main, qu'il y avait déjà 10 policiers qui arrivaient, qui sifflaient, qui me faisaient signe de m'écarter. Et Gérard descend tout doucement de la voiture, il lève ses lunettes noires, il fait, et tout le monde fait « Ah, monsieur Depardieu !» Il fait « C'est Gérard !» Il fait « Bon, qui est le chef ?» Et on lui dit il y a un lieutenant qui arrive, il dit « C'est toi le chef, comment s'appelle ton fils? T'as un fils ou une fille ?» Il dit « Oui, il s'appelle Kevin. » Très bien. Alain, il avait toujours des photos prêtes, et il prend ces photos, et dessus il écrit « Pour Kevin, son ami Gérard ». Il dit « Voilà, je te le donne, mais en échange, tu prends soin de la voiture de mon ami Alain et tu la surveilles. » Surpuissant, Gérard Depardieu ne craint rien ni personne, jusqu'à ce jour d'octobre 2008. Dans la petite église de Bougival, l'acteur enterre son fils Guillaume, emporté par une pneumonie. Le comédien est comme absent de la cérémonie. Après avoir longtemps hésité à s'exprimer, il finit par lire un texte de Saint-Exupéry. Je ne te quitterai pas. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Il me dit seulement « Ah, tu es là ». Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. Il n'a pas dit un mot avant le Petit Prince, il n'a pas rajouté un mot après. Il ne voulait pas que lui-même personnellement soit là. Donc il s'est caché derrière le texte, il est allé se rasseoir sans dire un mot. C'était le moment où jamais que tout le monde attendait une réconciliation, un mot de sa part. Il n'a pas pu trouver les mots, il n'a pas pu, c'était trop difficile pour lui. Il disait mais la cérémonie va encore durer longtemps, c'était quelque chose qui était une douleur pour lui que les gens n'imaginent pas. Et les gens pensent que c'est un manque de sensibilité. Non, 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 au contraire. C'est une armure qui s'est mise pour protéger des chairs à sang, des chairs à nu. Et le moindre doigt posé dessus lui fait hurler de douleur. Je l'ai eu dans mes bras, sur les bords de la Seine, j'oublierai jamais ces 9 minutes que j'ai passées avec ce colosse. C'est un colosse, mec, c'est un colosse. Tu vois, on était serrés tous les deux parce que on a quelque part, on s'est connus au début, et j'ai senti toute la détresse, il devait chercher toute la culpabilité, enfin, le désastre que ça représente la mort de son fils. Quand Gérard a appris la mort de son fils, il a dû se dire « Reprenez-moi le nom de Depardieu, reprenez tout votre truc de cinéma, moi je retourne à Châteauroux, rendez-moi mon môme, vous voyez ?» Voilà, parce que Gérard aimait énormément son fils, et son fils, qui était tout le temps en porte-à-faux avec son père, aimait énormément son père. Énormément. Il y a beaucoup d'amour entre les deux.
Anéanti, seul, Gérard Depardieu se réfugie derrière les murs de son hôtel particulier du 6e arrondissement de Paris. Quelques jours plus tôt, le soir de la mort de son fils, l'acteur se retrouve dans son palais avec pour unique compagnie Guillaume Trouvé, son architecte. Je suis resté avec Gérard parce que le soir il était tout seul, quoi. Il est resté tout seul, donc on a passé une soirée ensemble, on a discuté et voilà, on a pris un petit verre ensemble et je pense que bon, c'était un moment très très fort dans ma vie et c'est cette solitude et cette tristesse. L'étonnante histoire d'amitié entre les deux hommes a commencé en 2005. Au départ, une simple relation professionnelle. Mais l'architecte comprend vite que cet immense chantier ne sera pas un contrat comme les autres. Car le comédien s'investit énormément dans les travaux. Ce palais de 1800 mètres carrés, c'est presque l'œuvre de sa vie. En architecture, il a une culture extraordinaire. Il a visité des tas de lieux dans le monde entier et c'est un esthète, il aime bien les belles choses. Mais c'est très intuitif chez lui. Donc à chaque fois, il a fallu essayer de traduire ce qu'il souhaitait et c'est pas évident. Donc c'est une forme de psychanalyse en fait, artistique. L'acteur a supervisé le moindre détail de l'aménagement de cet ancien théâtre. Il a fait appel à de grands artistes et sélectionné les artisans avec soin, quitte à se déplacer lui-même dans toute la France. Là, il est dans les ateliers Métal Création à Lille. Il va suivre chaque étape de la fabrication de cet escalier-là, qui a été réalisé pour le loft. L'emmarchement est en bois, c'est provisoire, c'est pas tout à fait fini. C'est une grande maquette avec les vrais matériaux et en grandeur réelle. Parce qu'il voulait s'assurer que ce soit vraiment ça avant que ce soit posé définitivement. Un peu partout dans l'hôtel particulier, de nombreux détails très personnels. Tous ont une histoire, celle d'un homme qui a choisi de vivre au milieu de ses souvenirs. Là, on est dans la piscine, un petit bain bouillonnant, une nage en contre-courant, et il est entouré d'objets d'art. Donc là, ici, vous avez encore une œuvre de Bernard Quentin. Donc je crois que c'est l'eau, c'est la vie. Ici, il y a des soleils, des lunes que Gérard a fait mettre, qui représentent des dessins, qui sont des dessins de chacun de ses enfants. Voilà. Alors là, nous sommes encore pendant les travaux, donc il y a un rayon lumineux électrique et Gérard a souhaité mettre une chanson de Guillaume. C'est une partition, c'est ça qui est dessiné. Exactement. Pour faire vivre ses souvenirs, le comédien a dépensé beaucoup d'argent. Les travaux ont coûté plusieurs millions d'euros. Un écrin somptueux. Mais à l'étage, surprise. Donc nous sommes dans la chambre de Gérard Depardieu. Alors, vous voyez qu'elle est toute petite. Il s'est approprié ce lieu-là, qui est une mezzanine et qui domine tout le salon. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'il a des centaines de mètres carrés et il va se faire une chambre minuscule. Oh, je crois que c'est le meilleur endroit pour profiter de l'ensemble du lieu et de ce musée vivant. Il domine. Elle fait combien de mètres carrés cette chambre? Oh, 14 mètres carrés. C'est comme un wagon-lit, en fait, c'est juste une chambre-cabine avec son lit qui fait la largeur de la pièce. Une modeste chambre de 14 mètres carrés dans une demeure à 50 millions d'euros. Un paradoxe? Peut-être pas. Car ce qui compte pour l'acteur, ce ne sont pas les goûts de luxe, mais bien la maîtrise qu'il veut conserver sur son immense fortune. L'argent, le fric, il s'en fout en fait. C'est tout ce qu'il peut créer avec qui l'intéresse. Mais en fait, amasser de l'argent pour l'argent, il s'en fiche complètement. Ça m'a toujours marqué, mais quand il achète un pain, il va l'acheter à son juste prix. C'est un terrien. Donc un terrien n'aime pas le gaspillage. Voilà. Donc il va être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage. Il va être sûr que ce soit dépensé à bon escient. Et lorsque le trésor public vient chercher sa part, le contribuable Depardieu se comporte toujours en bon paysan. Il veut savoir à quoi va servir son argent. J'ai toujours entendu dire « Ils m'en prennent, je comprends rien là-dedans, toujours en train de payer, je travaille comme un fou, il reste rien. » Ça, j'ai toujours entendu. Ce qui le gênait le plus,
c'était pas tellement, je pense, les sommes importantes. C'était le fait qu'il était sous contrôle fiscal, qu'il y avait donc, il sentait une sorte de désamour. Et même par rapport à l'administration, il aurait voulu, je pense, qu'il y ait ce remerciement, ce simple mot du cœur lui disant merci, c'est bien, bravo. Grâce à vous, on a construit 5 lits d'hôpital, 1 kilomètre d'autoroute, bravo, vous êtes un bon citoyen, contribuable, merci de vos efforts, nous sommes reconnaissants. Décembre dernier, c'est la rupture. Le gouvernement a annoncé qu'il allait falloir payer plus, 75%. La star tourne les talons. Fini les marbres délicats de la rive gauche. Bonjour Néchin. Le palais parisien est en vente. Le Christophe Colomb français découvre la Belgique. Et ce riant village où 1 habitant sur 3 est un exilé fiscal. La presse française débarque dans sa foulée pour trouver sa nouvelle adresse. Avec les gens du village, l'affaire tourne à la farce. Mais enfin, qu'est-ce que vous venez faire ici? Faut aller là-bas. Je cherche où il habite, justement. Vous savez où? Bah non, je vous le demande, madame. Ben, vous tournez au bout, là. Vous contournez l'église. Quand vous reprenez ici, ouais, vous allez jusqu'au bout. Après, vous allez arriver au bout, vous êtes athée. Mais vous savez où il habite? Je vais faire demi-tour. Vous nous emmenez? Vous nous montrez? Oui. C'est là où la première porte à gauche. Vous pensez que c'est la première porte à gauche? Ah oui, c'est sûr. Vous tournez à droite, vous prenez la route jusqu'à Templeuve. Il y a un T. Vous tournez à droite. Ouais. Vous allez jusqu'au bout et au bout, vous êtes sur la route principale. Est-ce que vous l'avez vraiment vu sortir de là, monsieur? Ah, par des photos. Maintenant, vous avez la certitude qu'il habite Méchin, je vous l'affirme, je vous le confirme. C'est une blague, là, ce que vous êtes en train de me faire, madame, ou c'est vrai? Bah, c'est vrai, mademoiselle. Enfin, est-ce que j'ai une tête à raconter des blagues? Je ne sais pas comment tu poses la question. Oui, quelquefois je raconte des blagues avec eux. Quelquefois je raconte des blagues. Aux dernières nouvelles, l'acteur serait fiscalement domicilié dans cette ancienne bâtisse des douanes, chez un ami. A-t-il également acheté sa propre maison? Mystère. Paris, Néchin, et pourquoi pas Moscou? L'acteur brouille les pistes et semble lui aussi jouer avec les médias. Sauf que l'épisode russe n'est pas un caprice de plus de cet homme fâché avec la France. Depardieu et la Russie, c'est une histoire qui dure depuis bien longtemps. Nikolaï Borodatchev est l'un de ses amis depuis 10 ans. C'est un ponte du cinéma russe. Il adore cet endroit. Il aime bien la forêt là-bas, avec les bouleaux. Et là-bas, il y a même des jardins avec des arbres fruitiers. Bélier-Stolby, 3000 habitants, à 2 heures de route de Moscou. Monsieur Borodatchev nous emmène dans un lieu presque secret, bien caché dans la taïga. C'est une propriété privée, c'est ça? Oui, c'est une zone privée qui appartient aux archives nationales du cinéma russe. Et ici, tout le monde ne peut pas rentrer? Non, juste les habitants, que des gens du cinéma. Dans cette résidence d'État, ultra sécurisée, 8 belles demeures. Gérard Depardieu est en train de faire construire la 9e. Ce sera une petite maison traditionnelle en bois, de 2 étages seulement. C'est ici qu'on va construire sa maison. Il y en a déjà une petite pour les invités, là-bas. Et à gauche, on va bientôt commencer la construction de l'habitation principale. C'est moi qui m'en occupe. Et juste derrière, il y a ma maison. Et alors, qu'est-ce que vous ferez les longues soirées d'hiver quand Depardieu sera là? Ah, quand on sera tous les deux à la retraite, on ira se promener, on fera des petits barbecues, on se reposera, on ira chez l'un chez l'autre pour regarder des films. Une retraite paisible? Pas si sûr. L'acteur businessman aurait déjà des projets avec son ami Nikolaï. Ouvrir une boulangerie, peut-être aussi un restaurant, et même produire un film avec Sharon Stone.
Je l'ai emmené visiter toute la Russie. Je lui ai montré toutes sortes d'endroits. Je lui ai fait découvrir l'âme et la mentalité russe. Et ça, l'âme russe, il s'en est senti très proche. C'est Borodatchev qui le premier lui a parlé d'un passeport pour faciliter ses déplacements en Russie. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à son grand ami Vladimir Poutine. Les deux hommes s'apprécient et se soutiennent depuis des années. Il s'appelle, il m'a montré un jour un petit mot qu'il avait écrit pour le remercier de son soutien. Une fois je suis passé, ils étaient au téléphone ensemble, mais c'est en toute simplicité. Cette polémique autour de ces amitiés-là, ça le dérangeait pas? Ah, je pense que ça le renforce, justement, dans sa conviction d'homme libre et d'homme en retrait par rapport à la face médiatique. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux et sont restés en arrière depuis très longtemps. Mais il n'y a pas que Poutine. Les amitiés de Depardieu font grincer des dents à Paris. On le voit dans les réceptions de Kadyrov, le très controversé président tchétchène. Il pousse la chansonnette aux côtés de Gulnara Karimova, la fille du président ouzbek, à la réputation de grand démocrate lui aussi. Excuse-moi. Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Excuse-moi. Gérard, il ne faut pas le juger sur des trucs comme ça. Gérard n'a pas ni le sens du bien, ni le sens du mal. Gérard, il a juste le sens de la puissance. Ce qui l'intéresse, c'est les gens qui sont hors normes, parce que lui-même est hors norme. Je pense qu'il y a une part de jeu importante là-dedans. Jusqu'où je peux aller. Mais avec qui il joue? Avec lui-même, avec la vie. Il est en train de s'écrire un rôle qu'aucun scénariste n'aurait été capable de lui proposer. Il s'écrit un rôle planétaire, là. C'est le personnage qui continue à vivre, qui continue à exploser partout, qui continue à casser les structures, à foutre le désordre. Le monde n'est qu'une grande conversation entre l'ordre et le désordre. Ben lui, c'est du grand désordre qu'il nous propose. Il faut accepter le côté noir, le côté négatif, le côté ombre, pour avoir le reste. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Je vois bien qu'il empire sur les choses qui le mettent en danger. Comme s'il y avait une volonté d'aller trop loin pour que, je sais pas, ça s'arrête définitivement. Il y a quelque chose d'un peu suicidaire, je trouve. C'est provoquer les dieux. Allez, attendre le courroux. Provoquer les dieux, défier la mort, le monument Depardieu continue d'agacer et d'inquiéter. Dans quelques mois, il devrait débuter à New York le tournage d'un nouveau film, un de plus. Il y jouera le personnage de DSK, un autre destin à sa démesure. Et voilà pour ce reportage de Séverine Lebrun, de Mathieu Régnier, Luis Marquez et Michael Bozo. Et on est là bien sûr avec vous, Jacques Weber. Merci d'être avec nous. On vient de voir ce joli portrait. Vous retenez quoi de l'homme, Depardieu? Je crois que le moment le plus troublant, une fois de plus, lui appartient. C'est lorsqu'il prend le César de... C'est pas parce que c'est Cyrano que je suis touché de près, mais qu'il accompagne cette citation magnifique. C'est très déroutant d'être si vivant et si seul, par ce rire extrêmement cristallin et féminin, sur ce colosse michelangélien là. Et je crois que ça résume tout. Qu'on a du mal à saisir, hein. On ne sait pas si c'est un malaise, c'est quoi. Tourne autour de lui. Et ce que je trouve plutôt beau dans ce document, c'est qu'on voit des gens rôder autour. Et ceux qui parfois tentent une analyse, ils vont à tout petit pas de loup se rendre compte que c'est peut-être... faut mieux pas s'aventurer. Il y a de la pudeur de partout. Hein, oui, tout à fait. Ça, j'ai tout ça. Et je disais, cette démesure que vous avez, si je peux me permettre, un peu tous les deux, au physique, comme dans
comme dans l'expression. C'est aussi un lien que vous avez tous les deux? Je pense que lui est réellement démesuré, mais ça veut dire aussi que dans le courage désespéré de vivre, il est aussi tout. Il fonce, c'est à bout de souffle. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'on sent chez lui. Quand Gérard rentre quelque part, ça me rappelle la phrase de Goethe à propos d'une veuve de Rameau, une bombe est posée là où il est. Une bombe est posée. Mais vous savez, c'est ce qu'il faut. Par exemple, moi, je me souviens avoir fait une scène de bagarre avec Gérard. Ça m'avait frappé dans rive droite, rive gauche. Et quand vous voyez l'image, j'aime mieux vous dire qu'on n'a pas envie d'être à ma place. C'est-à-dire que c'est d'une violence invraisemblable. Et moi, c'est un chat qui est venu me frapper. Mais vraiment un chat. J'avais l'impression d'être presque caressé, quoi. Et ça, c'est justement ce paradoxe, ce dédoublement des très grands, des animaux, des grands animaux de théâtre ou de cinéma, quoi. Alors vous êtes amis. On va revoir quelques images. C'était en avril 2010 au restaurant La Fontaine Gaillon. Oui, ça marchait pas à la Contrexéville. Oui, il y a un peu d'alcool dedans, ça s'entend un peu, mais on regarde. Vous vous moquez. Je ne me moque point, je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Il faut, parmi le monde, une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Voilà. Alors, vous êtes amis. Qu'est-ce que vous dites à l'ami aujourd'hui, l'ami qui va en Belgique, là, peut-être? Vous dites quoi? Alors là, tu déconnes, tu vas t'emmerder? Vraiment, Dieu sait si on en a parlé, Dieu sait si on a voulu m'interroger souvent là-dessus, un peu à chaud. Maintenant, le temps a passé. Moi, je n'ai absolument pas de... comment dirais-je, de conseils à donner. Comment voulez-vous donner des conseils? Chez lui, on est au summum du paradoxe de tous les individus. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Nous sommes tous... Ah bah oui, ça je peux lui dire, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Bah alors, il me dit, bah voilà, je sais pas ce qu'il va préparer. Vous avez parlé avec lui? Mais non, ça je n'en ai pas parlé. On a eu un échange à un moment donné où je lui ai dit ma fureur par rapport à certains propos qui ont été tenus, le concernant, et il m'a répondu, et j'ai senti que cet homme était touché, mais on le serait à moins. C'est quand même un peu ridicule que la République, qui est pourtant, Dieu sait si elle est un petit peu abîmée en ce moment, dans tous ses partis, notamment le minable de Jean-Marc Ayrault. Voilà, c'est entre autres que Jean-Marc Ayrault, même si j'ai du respect pour lui, a dit de plus léger. Quant à Madame Filippetti, elle a dit aussi des trucs qui sont absolument impardonnables. Alors, il y a aussi, parce que quand même, il y a l'admiration sans borne qu'on a pour le comédien, l'acteur, peut-être même l'homme, moi je ne le connais pas. Il y a aussi des interrogations qu'on a quand on voit ses amitiés, quand on voit Cuba, quand on voit Poutine en Russie, Kadyrov en Tchétchénie. D'abord, cette façon qu'il aurait d'aller frayer avec ces gens-là, comme vous dites, ça serait quoi? Ça serait une fascination pour le pouvoir qu'ils ont, pour je sais pas, c'est facile. Les voyous éventuellement qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas allégeance, c'est lui qui les drague et c'est eux qui sont complètement à sa botte. Je trouve ça quand même extraordinaire. Ah, le rapport de pouvoir, il est dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il s'inverse. Moi, je l'ai vu avec certaines personnes importantes. C'est absolument hallucinant à quel point ça s'inversait. Ça, c'est aussi un peu le rôle du fou du roi chez Shakespeare, du bouffon, de la personne indépendante, provocatrice dont le monde a besoin. Le monde a besoin toujours de cette folie générale, comment dirais-je, qui bouge, qui bouscule les choses. Alors après, il jouerait ce rôle de ses bouffon amis disent, consciemment. Il se perd, il est en train de se perdre. C'est la folie. Je veux pas rentrer là-dedans. Non, mais dans les images qu'il nous livre, il y en a qui nous interpellent plus ou moins, et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Sur l'argent, c'est aussi, puisque là, il nous a interpellé en disant je m'en vais parce que j'en ai marre de payer 85% d'impôts, 145 millions depuis que je travaille, alors, etc. Il y a un monsieur, je crois que c'est Pilorget, ça s'appelle son ami d'enfance, qui parle très bien de ça. Enfin, c'est un type qui a eu, comme beaucoup, enfin, je crois, j'ai l'impression, qui a eu des difficultés terribles au début, ne serait-ce que pour bouffer. Enfin, chez lui, il y avait pas de culture, il fallait qu'on bouffe, et il fallait se défendre, et peut-être que quelque chose lui est resté de ça. En tout cas, ce que je sais, et ce que d'autres ne savent pas, c'est que derrière ces choses qui peuvent faire naître des débats et des critiques et des machins sur des gens qui feraient bien de se regarder en glace avant, il y a un truc, il y a une attitude d'une générosité
inouïe que les gens ne soupçonnent pas de la part de Gérard pour quiconque. C'est-à-dire, oui, il va faire le bouffon avec Poutine, et c'est Poutine qui a l'air d'un nain, mais par contre, avec des gens, ce qu'on appelle les pauvres, tu sais la chanson de Ferré, les pauvres gens. Les pauvres gens. Les mots des pauvres gens. Là, Gérard, il est là comme très peu de gens de son niveau sont. Alors, clap your mouth, please. Un mot qui fâche encore puisqu'on parlait de ceux qui ont des mots qui vous ont pas plu sur lui, notamment après son départ. Il y a eu Philippe Torreton, je le cite, il a écrit une lettre ouverte à Libération. Non, ne le recitez pas, c'était moins effrayant pour les oreilles. Il lui reprochait de quitter le navire, France en pleine tempête, de partir avec son magot, de vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière qui tient le cinéma français. Oui, il a raison, sur les acteurs mieux payés, trop payés, on voit la hauteur de la personne qui les a écrits. Non, c'est détestable, c'est écœurant. Je sais qu'il s'est excusé, je sais d'ailleurs qu'il joue Cyrano, paraît-il admirablement bien, voilà. Mais en tout cas, ça c'est répugnant, ça mérite une fessée, point final. Plus généralement, est-ce qu'un acteur ou un comédien de sa dimension, de votre dimension, est-ce qu'il faut leur apporter une bienveillance particulière, une attention particulière? Est-ce que vous êtes des gens à part? Mais pas du tout. Non? Mais ça suffit. Comme disait Mastroianni, il dit, moi, tu comprends, mais qu'est-ce que c'est ces acteurs qui disent, je suis malheureux, j'ai des problèmes. Alors tu dors un grand coup, on te réveille, on te fait les papouilles, la maquilleuse est très jolie. Attendez, non, ça va. C'est une vie de privilégié magnifique, et il y en a un qui va à fond là-dedans, qui sait qu'on ne vit qu'une fois et qui fonce, et bien tant mieux. Et tant mieux, je crois, pour le monde a besoin de gens comme ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous lui souhaitez aujourd'hui? Je lui souhaite pour lui et pour moi que ça dure encore longtemps. Et là, par contre, je vous le dis franchement, j'ai les jetons, parce que je sais ce que c'est, 130 kilos. Et voilà, donc je sais que parfois ça me fait peur. Mais oui, vraiment, ça me fait peur. Mais j'ai pas envie de lui dire, allô, fais gaffe quand même. Ça, non, ça ne marchera jamais. Vous savez, il faut prendre ça comme c'est. Il faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses comme ça. Hein. Une montagne, il faut pas chercher à piger. Hein. Elle vous émeut, elle vous émeut. Et vous dites, recevons de lui ce qu'il nous offre vraiment, c'est-à-dire ses qualités de comédien, d'acteur et de... Qualité, c'est, je pense qu'il y a, vous savez, il y a une phrase, tiens, il y a une phrase qui me plaît bien et qui le résume peut-être. Le talent fait ce qu'il veut, le génie ce qu'il peut. Et je pense que lui, il fait vraiment ce qu'il peut. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de Depardieu. Un mot sur vous quand même, je le dis. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes au Théâtre de l'Odéon, dans une pièce de Labiche, Le Prix Martin, mise en scène par Peter Stein, un Allemand, qui, malgré la différence de langue, met ça en scène admirablement. Et vous y êtes, d'après les critiques, moi je ne l'ai pas vu, un cocu magnifique et excellentissime comédien, en toute modestie. Mon équipe de camarades. Merci Jacques Weber. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Joël Bruandé, Thomas Auro à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation de ce plateau, Philippe Lallemand à sa réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, vous retrouverez David Pujadas avec des paroles et des actes, que nous, on se retrouve dans 2 semaines, on parlera de tabac. Je pense que vous fumez d'ailleurs, et notamment cette fameuse e-cigarette, la cigarette électronique là, qui fait des ravages. On se demandera si c'est bien ou pas bien pour la santé, s'il faut s'en méfier ou pas, mais en tout cas, ça marche du feu de Dieu, si je puis dire. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec Aïda Toueri et Grand Public.